Bonjour tout le monde, Alexandre Gagnon-Bouchard avec mon coéquipier Simon Bernard. Fait que c'est maintenant l'heure du podcast numéro 2. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Gérald Tremblay. Oui, des Jardins Mistook. Ouais. Bonjour, ça va bien? Oui. Ça me fait Merci plaisir. d'être sur le podcast. C'est un plaisir, oui. Wow, C'est vrai. Fait que, Merci de m'avoir invité. Ben, écoutez, comme on dit, nous, on est toujours contents d'avoir une bonne jasette avec les gens qui sont prêts à s'asseoir avec nous. Puis on veut vous présenter au monde entier. Non, on va commencer par Allemand. Peut-être un jour, ça ira plus loin que ça. Alors, pour commencer, Gérald, si vous pouviez peut-être nous glisser un petit mot sur c'est quoi les Jardins Mistook en 2 ou 3 phrases, mettons. Est-ce que c'est une compagnie, une coopérative? Qu'est-ce que vous faites? Les Jardins Mistook, c'est un organisme à but non lucratif. OK. Parce que ça a d'abord une mission sociale. Ça a été créé par un certain nombre de citoyens d'Alma et les environs, mais surtout du quartier villageois de Saint-Cœur-de-Marie. OK. Parce qu'il y a une terre qui appartient, une terre agricole, une belle terre agricole de 28 hectares qui appartient à la ville d'Alma, à l'entrée du quartier de Saint-Cœur-de-Marie, et qui n'était pas mise en valeur de façon aussi... c'était pas mis en valeur bien, mettons. À la hauteur de ce que ça méritait? Oui, à la hauteur de ce que ça méritait. Puis il y avait des gens qui souhaitaient faire quelque chose avec ça. Puis il y a eu des consultations. Puis au bout, on a décidé d'en faire un projet agricole à l'intention de la population pour favoriser les saines habitudes de vie. OK. Et c'est à la mode de ce temps-ci, là, les achats locaux. Nous, les saines habitudes de vie, c'est notre dada. Hein? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Ouais. Ah oui, absolument. Puis, acheter local, tout ce qui est d'économie locale, ça compte vraiment avec nos valeurs aussi. Là, fait que c'est pour ça que ça va être intéressant comme podcast. Ah oui, absolument. Donc là, on parle de projet agricole de façon générale. On a parlé d'une terre, donc c'est un genre de jardin. Ça s'appelle Jardin Mistook, j'imagine. Mais tu sais, dans quel genre de contexte plus précisément ça... Le contexte, c'est un contexte de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'on veut que les gens s'approprient le morceau de terrain puis s'approprient la production agricole. OK. Fait que c'est comme un jardin communautaire. Il y a aussi un jardin communautaire, mais il y a un jardin de production parce qu'on a quand même 28 hectares. Il n'était pas question de courir après des subventions pour payer l'épicerie, comme on dit. Il faut que ça se fasse vivre. Puis en même temps, on a des tests à faire, toutes sortes de choses qu'on veut expérimenter, puis aussi produire une assez grande quantité de nourriture là-dessus. OK. Puis permettre aux gens de s'en mêler, comme on dit, pas en un mot, mais en 2 mots, là, de se préoccuper puis activement de la manière dont leurs aliments sont produits. Ça responsabilise, hein? Ça aide à autonomiser les gens dans leur consommation, puis peut-être respecter un peu plus aussi d'une part, gaspiller. les gens ont moins confiance dans les choses qu'ils achètent à l'épicerie. Hein? Des fois, tu lis les étiquettes, puis tu n'as pas l'impression qu'il y a bien d'agriculture là-dedans. Là. Non, c'est ça. Puis il y a certains aliments, des fois, que ça ressemble plus à de la cellulose colorée que d'autres choses. Mais Puis en plus, d'autre part, souvent, c'est vraiment pas cher. Quand on a l'occasion de le fabriquer, de le produire, de le transformer, on s'aperçoit que qu'il y a une valeur en arrière de ça. On gaspille moins, on fait attention, on est prêt à payer un peu plus pour quelque chose de qualité. Parce qu'on comprend comment c'est fait. Oui. Oui. Est-ce que c'est des jardins à ciel ouvert seulement? Avez-vous des serres aussi? Oui, on a une serre de 30 par 100, parce qu'on est au lac Saint-Jean. Hein? La saison est courte, mais puis mettons au Québec en général, les gens veulent avoir des primeurs, veulent avoir des choses, en avoir tôt. Alors il faut produire en partie dans les serres, puis en même temps commencer des transplants, des petits plants de légumes qu'on va pouvoir transplanter. Préparer la saison suivante. Puis éviter les gels printaniers tardifs et puis les gels d'automne hâtifs. OK. Puis avant de rentrer, mettons, dans le détail de tous les produits, les services, les projets, tout ça. À part M. Tremblay, qui d'autre est impliqué? On va dire à part les citoyens qui s'impliquent, il y a beaucoup de monde, sûrement beaucoup de noms, mais là j'imagine que vous êtes comme un peu sur le conseil d'administration de l'organisme. Qui sont les gens qui travaillent avec vous là-dessus? C'est une excellente question. Comme c'est de la mobilisation citoyenne, il fallait qu'il y ait du monde. On est 215 membres. Okay. 215 membres de Jardin Mistook. Wow. Il y a un conseil d'administration qui est composé de jusqu'à 11 bénévoles qui administrent tout ça. Puis il y a probablement une soixantaine
de bénévoles, autour d'une soixantaine de bénévoles qui viennent donner un coup de main de toutes sortes de façons à tout moment. OK. Il y a 100 parcelles de jardins communautaires. L'année passée, on en avait 72 de tout. OK, fait que un bon pourcentage de participation. Il y a du monde, il y a un marché public, donc beaucoup d'activités. Ça brasse pas mal. OK. Puis plus spécifiquement, Gérald Tremblay à l'intérieur du projet de Jardin Mistook. Mettons, si vous me parlez un peu de vous-même, c'est quoi votre le parcours, l'histoire, qu'est-ce qui a amené au monde maraîcher, on va dire? Au monde maraîcher, je mange 3 fois par jour. J'ai ce privilège-là. C'est un mot. Puis C'est un privilège, jardine. c'est un privilège. C'est un privilège, oui. On le dit pas, ne s'étendra pas là-dessus, là, mais oui, c'est un privilège. Bref, je jardine aussi depuis des années, puis j'ai passé ma vie dans le domaine de ma vie professionnelle. Je suis retraité maintenant. J'ai passé ma vie professionnelle dans le domaine de l'environnement. OK. Essayer de changer les mentalités. De toutes sortes de façons. Là. Puis à l'époque où j'ai commencé, une des choses qui était les plus porteurs en termes de possibilités de changement, c'était la récupération recyclage. J'ai travaillé beaucoup dans ce domaine-là, tout simplement parce que lorsque les gens avaient l'occasion de choisir est-ce que je le mets dans la poubelle ou je le mets à la récupération, on se posait une question sur le sens qu'est-ce qui arrive après. Ça a bien changé depuis, là, mais bon. Aussi, c'est le fait qu'on mange 3 fois par jour, encore une fois, ce qui fait qu'on a 3 fois par jour l'occasion de se questionner sur la manière dont on va manger le prochain repas. Exact. Alors que quand tu achètes une voiture, tu en as en principe pour 2 ou 3 ans, puis une maison, pour plusieurs dizaines d'années. Mais l'alimentation, c'est tout le temps. Les choix pluricotidiens, on va dire. C'est une bonne expression, ça. Puis, ça donne l'occasion régulièrement de se questionner sur la manière sur notre mode de vie. Parce que là, avec les changements climatiques, avec toutes ces choses-là, c'est notre mode de vie qui est questionné. On dépasse les capacités de support de la planète. On en consomme plus que la planète est capable d'en produire dans une année. Fait que ça, c'est pas durable. D'ailleurs, c'est presque une tautologie de dire ça, là, mais s'il faut faire du développement durable, c'est parce que le genre de développement qu'on fait n'est pas durable. C'est ça, exact. Bon, puis on ne l'a pas changé de façon substantielle. On gaspille de plus en plus. Bon, bref, c'est dans tous les domaines qu'il va falloir qu'il y ait des changements profonds de la façon dont on vit. Absolument. L'alimentation, c'en est un. C'est intéressant parce qu'on peut localement maîtriser la production, la distribution, la transformation de nos aliments du début jusqu'à la fin. Absolument. Ce qu'on ne peut pas faire pour une voiture, ce qu'on ne peut pas faire pour les objets électroniques. Les objets électroniques, notamment les objets de consommation quotidienne. On peut le faire. Puis si on est allé si loin et que ce n'est pas durable, c'est notamment parce qu'on a une consommation qui est beaucoup trop importante. Le Canadien moyen, on consomme 6,7 fois la capacité de support de la planète. Il faut réduire l'impact. 6,7 fois. L'agroalimentaire, elle, de façon générale, est confrontée avec des problèmes très importants. Naomi Klein, l'activiste ontarienne, c'est une scientifique qui a une façon intéressante de le décrire. Elle dit pour produire les aliments qu'on mange, ça prend trop de terre, ça prend trop de superficie, ça prend trop d'eau, ça prend trop de pétrole, ça produit trop de gaz à effet de serre, c'est trop dépendant des pesticides et des engrais chimiques. Et il va falloir faire d'une façon différente. C'est intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir plus de production locale, des produits de qualité qui vont être moins arrosés, toutes sortes de choses. Ça va créer des emplois locaux. Oui, aussi. Fait que le Jardin Mistook, c'était une occasion de s'approprier des techniques. Parce que des techniques et de qualité d'aliments, si on a juste à penser une fraise dans le mois de janvier. Tu manges une fraise dans le mois de janvier, c'est vraiment un petit paquet de cellulose colorée. Puis il faut être convaincu, il faut faire de la décoration parce que dans le fond, c'est pas vraiment appétissant. Puis c'est bourré. C'est un des aliments les plus arrosés de pesticides. Alors qu'une belle fraise de l'île d'Orléans, au printemps, c'est délicieux, mais ça voyage. Ça peut pas voyager. S'ils les font comme ça, les fraises, au mois de janvier, c'est parce qu'ils viennent de très loin. C'est quoi l'aliment, je pense que l'aliment moyen qu'on consomme au Québec parcourt plus de 2000 km pour quelque chose comme ça, un repas, un repas moyen, je pense que c'est 2700 km, je suis pas sûr. Ça n'a aucun sens. C'est très... c'est non durable. Oui, absolument. Un autre aspect de ça aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent aussi qu'on a une variété
au niveau de notre bagage génétique qui nous favorise plus ou moins à bien assimiler certains aliments. Ça s'est développé avec le temps beaucoup avec qu'est-ce qu'il y avait autour de nous, avec les années, les siècles passés, tout ça. Puis ça change pas vite, tout ça. Là, ça fait juste 70 ans, mettons, qu'on commande des fruits et des légumes qui viennent de partout dans le monde. Même pas 70 ans. Est-ce que ça veut pas... C'est pas que ça veut pas dire que c'est pas important d'avoir une variété, mais tout simplement, ça serait même encore meilleur pour notre santé si on mangeait plus localement. Localement, plus saisonnier aussi. Moi, je suis pas si vieux que ça quand même, là. Je me souviens, quand on était jeune marié, ce qu'il y avait de plus exotique sur les tablettes d'épicerie, c'était des champignons de Paris. Ça serait pas pensable de cuisiner sans ça. Mais ça, les gens disaient, tu manges ça, des champignons, quoi. Ah ouais. C'était... On a fait du chemin pas mal. Mais en même temps, effectivement, c'est au détriment de l'environnement. Puis en plus, écoute, je suis né en 1954. Cette année-là, il y avait 2,7 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards. Puis dans quelques années, on nous dit que ça va aller jusqu'à 9 milliards. Ça fait bien plus de monde à nourrir. Là-dessus, 80% des sols cultivés servent à nourrir des animaux. Les animaux qu'on mange, puis les animaux de compagnie. Mais qu'on gaspille beaucoup aussi. On gaspille énormément. On va continuer à manger de la viande, je pense qu'on va en manger pas mal moins. Mais 80% des sols. Oui, ça va nourrir les animaux. Ah ouais. Ça prend des superficies, ça prend de l'eau, on va continuer à manger de la viande parce que c'est utile dans le processus agricole. Ouais, ça aide aussi pour justement les reposer la terre, fertiliser et tout ça. Retour des nutriments par les excréments. L'agriculture, l'élevage d'animaux industriels, il va s'en faire sûrement moins. On pense seulement, par exemple, aux animaux de boucherie dans les États américains où il fait très chaud, qui sont arrosés avec des arroseurs à gel pour pas qu'ils meurent de chaleur, qui mangent de quantité. Parce qu'ils sont pas à bonne place. C'est pas à bonne place, effectivement, mais alors que quand c'est cultivé dans des régions comme ici, c'est au pâturage toute l'année, ça mange des foins l'hiver. C'est des animaux qui ont une place dans l'environnement et dans le modèle de culture. Ça fait une viande de meilleure qualité aussi. Oui, quand elle est nourrie au foin plutôt qu'au grain, absolument. On va devoir apprendre à manger davantage de légumineuses. Les haricots, par exemple, tout ce qu'on connaît, c'est les bines à melasse, comme on dit. Mais il y a tellement de bonnes choses à faire avec ça. Avec la cuisine un peu plus multiculturelle, on va chercher dans les mets indiens, les mets mexicains, les mets libanais, il y a beaucoup d'utilisation de la légumineuse. C'est intéressant à visiter aussi les pays qui sont un peu plus végé. Moi, j'aimais bien l'adage c'est Michael Pollan quand il dit en anglais, il dit eat food, not too much, mostly plants. C'est donc manger des ingrédients et non pas des listes d'ingrédients. Le moins transformé possible. Le moins transformé possible, ne pas trop manger, puis majoritairement des végétaux. Ça ne veut pas dire d'arrêter la viande complètement, mais je trouve que c'est une belle image de l'équilibre. Ça, c'est comme 50%. Un côté de l'équation, c'est 50% de l'équation. L'autre de l'équation, elle est sociale. Dans le sens, humaine, disons, là, dans le sens que il y a aussi les rapports qu'on entretient entre nous qui doivent se modifier. Un écologiste célèbre qui disait « Il ne sera pas possible d'améliorer nos rapports avec l'environnement sans d'abord améliorer nos rapports entre nous. » Et c'est rendu que les derniers chiffres qui ont sorti, là, 26 personnes sur la planète possèdent la moitié de tout ce qu'on peut avoir sur la planète. Il y en a de moins en moins à chaque année. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est moins qu'1%, finalement. Ils disent le 1%, mais c'est encore moins qu'1%. Puis plus spécifiquement par rapport à l'agroalimentaire, ça fait en sorte que là aussi, il y a de moins en moins d'entreprises qui produisent pour envoyer de plus en plus loin. Je pense qu'ils sont 2 ou 3 aux États-Unis à produire 70 ou 75% des œufs que mangent les Américains. Ça n'a aucun sens. Mais le phénomène, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour voir ça. Là, depuis qu'il y a des compagnies comme la Banque nationale, tout ça, ici, qui achètent les terres agricoles, puis tout le kit, ça fait moins d'emplois pour les... Il y a moins de possibilités d'emploi pour des fermes différentes. Puis moi, je pense que le futur va passer par, au contraire, plus de petits producteurs plutôt que quelques méga producteurs. Mais aussi par des rapports différents. Parce que là, dans le moment des rapports qu'on a, c'est pareil dans n'importe quel domaine de business, là, mais en agriculture, les agriculteurs, avec raison, essayent de vendre
le plus cher possible qu'ils peuvent avoir n'importe où sur la planète. C'est légitime dans les circonstances. Alors que comme consommateur, On veut payer le moins cher possible, peu importe d'où ça vient sur la planète. Mais c'est pas soutenable. Non. Il faut avoir un nouveau rapport qui fasse en sorte qu'on sache comment c'est produit. On sait qu'il y a comme un impact. Quand ça va être plus dispendieux parce qu'il y a une rareté quelque part, ben, l'agriculteur va accepter d'avoir un moins bon prix peut-être pour garder cette clientèle locale. Alors qu'en contrepartie, lorsqu'il y a des surplus et que ça se vend pas cher, ben, on va accepter de payer un peu plus cher pour supporter l'agriculteur. C'est un peu comme ça. Que ce soit du donnant-donnant. Ben oui, c'est ça. Que chacun fasse son bout de chemin. Et raccourcir le circuit. Parce qu'il y a une quantité d'intermédiaires qui fait que l'agriculteur, lui, dans le moment, est payé très peu cher, puis à l'autre bout, c'est quand même un bon prix. Puis tout cet argent-là sort des régions, sort du Québec. C'est aberrant que ce soit l'épicerie qui fasse tout le profit, que l'employé de ferme soit payé l'équivalent du salaire minimum, mais qui travaille. C'est plus dur que ben Là, ça les oblige, les agriculteurs, à grossir tout le temps, à avoir plus de stress. C'est devenu un métier où c'est épouvantable, le niveau d'anxiété, de dépression. C'est rendu qu'il faut engager des travailleurs de rang pour aller supporter les agriculteurs parce que c'est devenu trop dur mentalement. Puis bon, c'est 7 jours par semaine. Tout le risque, c'est eux qui l'absorbent. Il faut revoir ce rapport. Des grosses dettes de l'ordre des millions pour acheter la machinerie dont ils ont besoin pour être capable de compétitionner. Puis les grandes entreprises, ben, ils nous vendent à peu près n'importe quoi. Là. On nous dit maintenant de plus en plus ouvertement qu'il faut manger moins de choses transformées, qu'on achète toutes sortes de noms dessus qu'on comprend absolument pas ce que c'est. Il y a de l'huile de palme aussi, puis toutes sortes de bref, la nourriture qu'on achète souvent nous rend malade. Absolument. Alors que la belle carotte qu'on achète au marché public, qui a été produite ici, puis c'est des variétés qui sont choisies pour être tendres et goûteuses. Wow! Quand, plein de gens nous disent quand on arrête d'avoir des carottes là, au marché, les enfants arrêtent d'en manger. Parce qu'ils goûtent pas pareil. Puis c'est pas juste les carottes, c'est tous les fruits, c'est les légumes qu'il y a dans les marchés, c'est n'importe quoi le goût comparativement à ce que tu achètes. Ben oui, puis des fois, c'est même pas juste le fait que ce soit produit de façon biologique, juste le fait que ce soit produit ici, puis de façon pas produit en masse. Ben oui. Les sols sont moins abusés, on va dire, fait que les légumes, même s'ils ont eu des pesticides dessus, ben ils restent quand même plus goûteux. Ben oui. Ici, on n'a pas besoin d'envoyer ça à l'autre bout de la planète, d'avoir 5 ou 6 intermédiaires qui prennent chacun leur profit. C'est plus direct. Ça veut dire que l'agriculteur va en avoir une partie plus importante, puis le prix va rester quand même raisonnable pour le consommateur. Absolument. Ben, c'est comme un peu, je m'excuse, je vous interromps, mais dans l'élevage, moi, on regardait, puis on voulait essayer de trouver des façons, nous, entre amis, d'acheter du bœuf local, mais c'est à part quand tu connais quelqu'un, puis tout ça, c'est pas rentable, parce que si, mettons, ils veulent vendre au restaurant ou aux boucheries de la place, ben, ça prend un abattoir fédéral. Ben, le seul abattoir fédéral qu'il y a, c'est à Lévis. Fait que t'envoies ton bœuf jusqu'à Québec pour le ramener ici, fait que non seulement le coût n'a pas de bon sens, puis le coût environnemental, c'est au-dessus de 400 km de 53 pieds, on va amener ça là-bas puis le ramener. Mais réfrigéré. Ça pourrait être un abattoir certifié Québec. C'est en autant parce que si tu veux sortir de la province, ça prend quelque chose qui est certifié fédéral. Mais si ça reste local, ça peut être certifié Québec. Mais il faut garantir à ce producteur-là qu'on va l'acheter. Parce que s'il faut passer par l'IGA, métro, pour ne pas les nommer, il faut que ça s'en aille dans les entrepôts à Montréal. Alors qu'il faut. Oui. Excusez, je vous coupe un peu, mais c'est quoi la différence? Parce que moi, j'ai acheté un bœuf à la ferme Héloïse directement. Oui, mais toi, tu as acheté directement du producteur, mais c'est pour que ça puisse être vendu par un intermédiaire. C'est-à-dire pour que, mettons, un producteur local puisse dire j'ai un certain volume, fait qu'au lieu de vendre à personne directement, qu'ils vendent justement dans une boucherie d'ici ou dans un restaurant d'ici. C'est là le principe que tu envoies là-bas puis tu peux les acheter du producteur pour pas ça le faire abattre. C'est ça, pour consommation personnelle, ça se fait. Mais c'est pour aussitôt que ça implique la restauration, c'est qu'il y a comme un intermédiaire pour revendre aux consommateurs, il faut que ça passe par un... On prend cet exemple-là, mais tu sais, ça peut être pour tout. Là.
En Europe, on a vu arriver des agriculteurs qui se sont réunis ensemble pour acheter une épicerie. Ils ne vendent que des produits locaux là-dedans. Il n'y a rien qui empêcherait qu'une coopérative, parce que nos parents ont lancé des coopératives pour régler leurs problèmes. Ben, il pourrait y avoir des coopératives de consommateurs ou des coopératives de solidarité où des gens seraient membres pour pouvoir s'acheter du local et le développer en circuit court, et associer avec des agriculteurs qui seraient membres eux aussi et qui approvisionneraient. Et tu as des modèles de participatifs. Là. Je pense entre autres à une épicerie à New York, mais il y en a deux ici au Québec aussi. Là. Et cette épicerie-là, New York, c'est gros. Là. New York, c'est pas un endroit où les gens sont spontanément collaboratifs, coopératifs, là, mais bon. Ils ont fait une épicerie participative où les gens, quand ils sont membres, doivent aller mettre un certain nombre d'heures par mois. Pour participer. Et en contrepartie, ils ont l'épicerie plus gros. C'est sûr que si tu es kinésiologue et tu gagnes un bon salaire, tu n'as pas besoin. Mais si tu es quelqu'un qui a un moins bon salaire ou qui ne travaille pas, ben ça peut être extrêmement intéressant de mettre du temps. Ça fait en sorte que tu as un sentiment d'appartenance envers ta coopérative, tes producteurs, qui est complètement différent. Puis la même chose avec les agriculteurs. Là, ils sont directement sur la mise en marché. Des modèles comme ça, on va les voir. Il y en a qui se créent aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Puis ça fait en sorte que ça va dans le sens du slogan de la simplicité volontaire, qui dit moins de liens, plus de biens. Par rapport à l'environnement, ça dit moins de biens, plus de biens. C'est toujours vrai, là. C'est pareil, c'est la même chose. Plus tu as de liens, plus tu as de transport, plus tu as de manipulation, plus il y a de pollution. L'idée de la coopération, c'est de travailler ensemble, c'est de collaborer ensemble parce que c'est gagnant-gagnant. Puis c'est la solidarité, le sens de la solidarité, c'est de prendre soin les uns des autres. Moi, je veux que les producteurs, par exemple, que les producteurs ils gagnent bien leur vie pour qu'ils puissent continuer de m'approvisionner. Sinon, ils vont venir d'où? Qu'ils puissent nous approvisionner aussi, mais qu'ils puissent eux aussi consommer les biens et les services qui sont produits par les autres. Aller chez le kinésiologue, aller chez le notaire, aller c'est ça. Puis pouvoir se faire construire une maison ou réparer, tu sais, mine de rien, un bris de plomberie ou tout ça peut coûter cher. C'est ça, c'est Le jardin mystique, grosso modo, c'est là-dessus qu'on travaille, sur toutes sortes de choses. Essayer Fait dans le fond, on dirait-tu que c'est comme un genre d'échantillonnage pour permettre aux gens de goûter c'est quoi un produit local puis frais, mettons, on va dire, de saison, dans le but d'essayer de convaincre de plus en plus de gens d'adopter cette approche-là? J'ai hâte de ça, oui. C'est sûr, on essaye toutes sortes de choses. Comme par exemple, cette année, on a fait des haricots secs gourmets. J'étais là-dessus ce matin avec d'autres retraités là, qui ont un peu de temps. Parce qu'il n'y a pas juste la bine blanche qu'on connaît. Là. Il y a d'autres haricots qui sont délicieux, qui ont des goûts variés, qu'on peut mettre avec toutes sortes de choses. Fait que vous étiez sur le processus de déshydratation? Non, là, on est en train de les récolter. Les étaient secs, il faut les battre pour les sortir de leur cosse. C'est valable aussi, je pense. Par exemple, on a 1200 framboisiers qu'on a installés, qu'on a plantés. On en a planté une quinzaine de variétés pour qu'il y en ait de la mi-août. Puis là, il y a encore des gens qui en ramassaient cet après-midi. On est quoi aujourd'hui, le 11 octobre? Puis il pourrait en avoir encore pendant une semaine ou deux. On a la même chose avec des prunes, on a fait ça avec des noisettes. C'est étonnant, il y a plein de choses. Avec des prunes, il y a des petites prunes délicieuses qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils sont bien tendres, bien juteuses. S'ils vont à Montréal, ils vont arriver là en bouillie. Mais elles sont absolument délicieuses dans les fraîches. C'est étonnant. Si on revient, mettons, un peu à l'ensemble de ce que c'est au jardin, bon, on disait il y a une portion jardin à l'air libre, il y a une portion serre. Vous avez une partie qui est dédiée au jardin communautaire, donc les gens exploitent leur propre petit bout de jardin. Font ce qu'ils veulent dedans, puis une partie qui est plus pour fournir, faire de la production. Oui. Ce qui est fait avec la production, c'est quoi? C'est vendu dans un marché public? C'est distribué dans des points de chute? C'est comment ça fonctionne avec ça? Ce qui est fait au jardin de production, c'est des paniers. Cette année, on avait 42 paniers qui sont distribués localement. Il y a un marché public aussi qu'on tient avec quelques autres producteurs, quelques transformateurs. Il est à Saint-Cœur-de-Marie, sur le stationnement de l'église. On l'a tenu cette année pendant 15 semaines. Les paniers, c'est quoi vos points de chute? En avez-vous à Alma? Ou Non, on n'avait pas de point de chute à Alma. Il y a déjà des organisations qui livrent à Alma lorsqu'on essaye plus de développer la municipalité du secteur nord de Saint-Maës. On avait un point de chute à Saint-Léon cette année.
puis on va essayer d'en avoir dans d'autres petites municipalités du coin, mais surtout les gens venaient le chercher sur place. OK. On a ça, les paniers, on a le marché public et on a aussi un libre-service qui n'était pas ouvert cette année parce qu'on a construit une bâtisse, là, mais le libre-service, c'est le fun. Ça, c'est vraiment le fun. Oui, oui. C'est-tu Belle comme formule. au jardin Contrevent? Oui. Saint-Gédéon? Ouais, c'est semblable, oui. dans le fond, tu arrives sur place, il y a une petite caisse, mais il n'y a personne. mets Tu sais, l'argent on fait dedans. confiance au Oui. client, tu prends ce que tu as besoin, tu Oui, payes. on dit Ton aux gens, sac de regarde, carottes si tu n'avais pas d'argent sur toi, $3, tu le mets. Puis oui, après c'est ça. Tu dis aux gens, si tu n'as pas l'argent exact, si tu n'avais pas l'argent sur toi, c'est pas grave, tu paieras le prochain tour. Ouais. Les gens sont vraiment très honnêtes là-dessus. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bon encore. service. C'était pas effectif là, cet été. Ça va Cet être été, plus. non. Les deux années précédentes, on l'a fait, mais puis on va recommencer l'an prochain parce que les gens nous le demandent beaucoup. Ah, Mais- ouais, OK. c'est fun. Puis on a aussi là un format participatif où les gens peuvent venir donner du temps et contre des légumes. OK. Ah ouais. Ça, c'est hot. Puis on a cette formule-là avec l'autocueillette aussi. Au lieu de faire seulement faire payer, les gens peuvent simplement payer ce qu'ils ont ramassé en éco en autocueillette, mais ils peuvent aussi en ramasser puis en laisser une partie pour payer ce qu'ils ont ramassé. Ah, bien. Quelqu'un qui a une bourse moins bien garnie, Travaille un Mettons. petit peu plus longtemps, puis il laisse un litre sur deux, puis il part avec son litre. il n'y a pas de système alimentaire qui va avoir du sens si ça ne permet pas à tout le monde de répondre à ses besoins. C'est ça le sens du développement durable. C'est pouvoir avoir un développement qui profite à tous et permettre que les générations futures puissent en faire autant. Que ce soit flexible. Ouais. Ouais, surtout ça, c'est ça. Exact. Puis on travaille, moi, je m'implique pas mal là-dedans aussi, d'essayer de trouver des façons de développer des systèmes alimentaires locaux. Ça se fait un peu partout à travers le monde d'ailleurs, mais ici, ça commence au Québec. Là, où des territoires, je pense Saint-Bruno de Montarville, entre autres, Montréal l'an dernier a fait une grosse consultation publique pour que localement, il y ait une espèce de politique là, qui s'établisse pour faire en sorte qu'on puisse avoir accès à la plus grande quantité possible de produits locaux. Les municipalités peuvent favoriser des marchés publics, peuvent faire toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire pour augmenter la production puis augmenter la consommation locale aussi. OK, donc faciliter l'exposition, sans mettons en diminuant, exemple, les coûts de permis pour les marchands ou en offrant plus d'endroits où ça peut se faire. Plus d'endroits où ça peut se faire. Il y a tout ça. Sans rentrer dans le détail, là, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises. Non, mais c'est d'abord de se donner un plan de marche, voir qu'est-ce qui se fait dans le domaine, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de la veille pour être au courant de ce qui se passe à l'extérieur de la région, à l'extérieur de la province. Puis, est-ce que vous voyez qu'il y a plus de participation dans les marchés publics depuis les dernières années? Parce que moi, j'ai l'impression que de plus en plus de jeunes, parce que moi, je vais souvent dans les marchés publics durant l'été pour prendre mes légumes. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés à ça, qui participent de plus en plus. Qu'il y a une tendance ou bien Il y a une tendance, oui. Il y a une mode. il y a une mode, hein? Les cuisiniers, les grands cuisiniers en ont beaucoup parlé à la télévision. Là. Il y a une mode. Ouais. Et est-ce qu'il va rester quelque chose de ça? Moi, je pense que oui. Là. Mais il y a aussi des paradigmes qu'il faut défaire. Parce que les gens ont le sentiment, lorsqu'ils vont chercher 20$ de légumes dans un marché public, on dirait que ce 20$-là, ils ont le sentiment qu'il coûte plus cher que s'ils avaient pris 20$ de légumes à l'épicerie. Ouais. C'est comme si ça s'ajoutait alors que c'est un remplacement. Ouais, c'est ça. Par exemple, il faut dépasser ça. oui. Puis aussi, on a constaté qu'il y a de plus en plus de jeunes, des jeunes familles qui se posent des questions sur comment, s'il ne va pas avoir des ruptures dans l'alimentation, dans l'approvisionnement alimentaire dans les prochaines années. Je me demande comment ils vont s'assurer de ça. Là. Parce que tu parlais de l'accaparement des terres, il y a les inondations, des sécheresses, toutes sortes de choses qui viennent nuire à la production agricole. Ben, il faut qu'ils voient ça comme un plan B. On n'arrêtera pas d'aller dans les épiceries demain matin, là, mais si on permet à des gens de maîtriser des techniques et d'être capable de nous approvisionner, ben, tantôt on pourra augmenter ça si ça devient moins facilement disponible. Oui, Absolument. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis jusqu'à présent, mettons, dans vos démarches, vos projets pour développer ça au niveau, on va dire, municipal, tout ça, est-ce que vous avez une bonne réception de la part des gens qui s'occupent des conseillers et de la gestion? C'est où c'est difficile est-ce que vous butez à beaucoup, mettons, de problèmes au niveau législatif?
actifs pour développer ça? Ou y a-tu de la résistance? Y a-tu des gens qui sont pas contents? Comment ça... Ben, de la résistance. C'est perçu comme étant quelque chose de sexy, je dirais. C'est le fun, c'est d'avoir des produits locaux, là, mais c'est comme pas forcément une priorité que de développer ça. Je comprends, les élus sont les élus de tout le monde, là. Ouais. Et bon, c'est encore marginal, ce dont on parle. Mais ça se développe, ils sentent bien qu'il y a une popularité pour ces choses-là, puis ils ne demandent pas mieux que ça fonctionne. Mais s'impliquer, c'est encore difficile. Mais tu as des belles initiatives, comme tu as la municipalité de Saint-Gédéon, qui ont mis des billes dans le marché public, puis ont fait la démonstration que ça peut fonctionner avec de façon la fête fabuleuse. des récoltes, le marché fabuleux. public à chaque semaine. Oui. Moi, j'ai travaillé un petit peu l'été passé au camp du Draveur, là, puis c'était juste de l'autre côté, puis c'est... Formidable. Ah, c'est Oui. Ah, puis c'est le fun d'aller là. Tu sais, c'est une belle ambiance. Ben, c'est une activité en soi. Ouais, c'est comme les gens, c'est leur sortie du samedi après-midi. Hey, on s'en va au marché Mais public. Puis... Saint-Gédéon, dans leur, comme plusieurs autres municipalités, là, dans leur façon de penser, c'était pas juste une dépense, c'était un investissement. Ouais. Et il faut que ça devienne ça aussi dans des endroits comme Alma et ailleurs. Et il y a beaucoup de marchés publics partout dans la province. Puis il y a une association qui a fait un certain nombre de podcasts d'ailleurs intéressants et qui ont identifié qu'il y a 3 conditions de succès pour qu'un marché public fonctionne. Ça prend des producteurs, c'est évident. Ça prend des bénévoles qui vont entourer ça, puis ça prend une implication de la municipalité. Lorsque les 3 fonctionnent, c'est sûr que ça fonctionne. Puis quand il en manque un, ça bat de l'aile. Quand il y en a juste un des 3, ben ça ne marche pas partout. Ouais. Parce que les villes ont leur mot à dire aussi là-dedans. Il faut qu'ils embarquent dans les projets. Oui, Sinon... c'est bien important. Comme ils ont leur mot à dire dans le développement économique en général, puis dans le développement social. Mais c'est encore perçu comme quelque chose de marginal. Puis les gens, les élus se disent, bon, ben l'agriculture, il n'y a pas de problème, là. Ils payent leurs taxes, puis il y a de la bouffe plein d'épiceries. Personne n'y manque de pourquoi vous chialer. C'est ça. On peut dire ça de même. Mais ça change tranquillement. Ben, puis plus on va sensibiliser les gens, puis plus les consommateurs vont s'en mêler, puis vont se conscientiser, puis c'est là que la balance va changer. Les élus, ils peuvent difficilement être au-devant. Oui, absolument. Ils répondent. Faut qu'il y ait la pression du peuple. C'est ça. Oui. Puis ils vont être là, je pense qu'ils vont être là. Mais il faut aussi que les gens soient là. Que cette mentalité-là, de trouver que c'est le même produit, au même prix, et qui est comme plus cher d'un marché public qui serait à l'épicerie, il faut que ça change. Là, ben, avais-tu... Non, vas-y. On parle d'éducation beaucoup au niveau de l'aspect production, jardinage, un peu l'aspect consommation. Est-ce que vous avez en ce moment projet de développer plus un angle au niveau de comment s'alimenter, justement, comment cuisiner ces aliments-là, comment les conserver, peut-être un bon vieux retour aux conserves, aux marinades, comme dans le temps de nos parents, pour nous permettre de manger pendant l'hiver des légumes puis des fruits qui sont locaux, mais... On a des intentions par rapport à la transformation, là, mais dans le moment, on s'est concentré sur la production parce qu'il faut rentabiliser notre organisation. On pense que l'an prochain, on va avoir atteint notre seuil de rentabilité. Là. On a une permanente qu'on va être capable d'embaucher. On s'est beaucoup penché sur la production. Puis là, on travaille avec une agronome là, qui est spécialisée, qui va avoir un plan de culture qui va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de faire comme dans la plupart des petits jardins bio-intensifs, là, d'acheter des grandes quantités de compost à l'extérieur, du fumier de poulet. Là, ça va être endogène. On va cultiver le sol en même temps qu'on cultive les légumes, avec des équipements qui ne sont pas des équipements industriels, ce sont des petits équipements, mais plus productifs que ce qu'on voit habituellement. Parce que c'est la production bio-intensive, présentement, là, c'est un très haut contenu de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est dur à trouver. Puis ce saisonnier, c'est pire encore. Il faut baisser les coûts de production pour que ça soit accessible. Est-ce que c'est un peu à l'image du jardinier maraîcher? Ben, c'est de ça que je parle. Le jardinier maraîcher, c'est un modèle intéressant, mais qui s'adresse à des poches profonde. D'avoir des légumes qui ont une plus belle valeur, c'est intéressant, il faut aller chercher l'argent où aller, mais on n'est pas outremont. Faut faire, puis en plus, la saison est courte, ça prend de la productivité, il faut que ce soit endogène pour répondre aux critères de développement durable puis de produire moins de gaz à effet de serre aussi. On teste des équipements, là, des choses qu'on fait venir, une petite récolteuse à patates, entre autres, là, qui va des souleveuses qui vient de la Pologne. Là, on est sur ces choses-là. On est aussi en train de planifier un jardin de solidarité où les 3/4
des légumes qu'on va produire là vont être donnés à des organismes, à la moisson, à des organismes comme ça, pour s'assurer qu'on est là-dessus. Qui sont capables d'avoir des nutriments autres que des produits non périssables. Oui, des choses fraîches et de qualité. Puis là, je mentionnais tantôt, on a testé 6 variétés de haricots secs. On sait déjà qu'il y en a 3 qui vont réussir bien dans notre climat. On a testé des variétés de maïs pour la farine aussi. On a toutes sortes d'idées là-dessus sur la production, mais on commence aussi à réfléchir sur la transformation et la conservation. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir en manger durant l'hiver. Si on a produit 4 mois, les autres 8 mois, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être sans doute aussi des infrastructures collectives, genre cuisine collective, là, où on va pouvoir venir transformer les choses qu'on a dans des équipements qui vont être performants, qui vont être intéressants, des autoclaves d'une bonne dimension. Là. Puis il faudrait que ce soit approuvé MAPAC, pour que des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens puissent en laisser une partie pour payer ce que ça coûte. Puis là, on prend cette partie-là et on la rend au marché public. Il y a des gens qui, eux, travaillent, ont un bon job, ils n'ont pas le temps de les faire. C'est ce genre de modèle-là sur lequel on va travailler. C'est vraiment intéressant. Est-ce que la totalité de la culture est considérée biologique? On devrait avoir notre certification, ça prend 2 à 3 ans, notre certification, mais on devrait l'avoir cet automne. Les inspecteurs sont venus, il y avait des petites affaires qu'il fallait qu'on corrige, puis on l'attend. Ça c'est encourageant. C'est important. Bio. Puis là, on dit 2-3 ans, à fond. À quelle année ça a commencé l'initiative? Ça fait 5 ans. En fait, ça fait 6-7 ans que les premières réflexions ont commencé. Puis, comme c'était un projet citoyen, il fallait mettre les gens dans le coup. Là. On a commencé par consulter pour voir qu'est-ce que les gens pensaient de ce secteur-là, de ce petit terrain-là. Puis on a, après ça, fait une espèce de plan d'affaires. Puis on a déposé la population. Puis on est allé voir la ville. C'est assez compliqué d'avoir la certification biologique. Ben, c'est rigoureux. C'est rassurant. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ça demande, quand on est rigoureux, qu'on fait ce qu'il y a à faire. C'est quand même plus compliqué, dans le sens que quand il y a un insecte dans le régulier, tu passes l'arrosoir avec des produits. Dans le bio, on a aussi certains produits qu'on peut utiliser, mais c'est d'abord de la prévention. Des techniques de culture. Des fois, c'est quelle plante tu mets à côté de laquelle, ou quel type de des filets, plusieurs types de méthodes. Puis, tu sais, souvent, on entend les gens dire la certification bio, on le prend pas parce que ça coûte trop cher. Est-ce que jusqu'à quel point, mettons, c'est dispendieux par rapport à d'autres permis? Ça va se démocratiser. Parce que c'est une question de marketing. Hein? Les épiceries ont une base là, de choses qui sortent régulièrement. Ça, il faut être très compétitif. Si tout le monde achète régulièrement, et ça sort au meilleur prix possible, puis ils font des volumes là-dessus. Puis il y a un certain nombre d'autres produits sur lesquels ils n'ont pas beaucoup de volume, mais là, ils prennent une plus grande marge parce que c'est des spécialités. Donc longtemps, le bio a été une spécialité. C'est de moins en moins le cas. On voit dans les épiceries, c'est formidable, des étalages. Produits bio. Ça se démocratise. Là, ils achètent en plus gros volume, ça leur coûte moins cher, puis ils prennent moins de marge parce que le pied carré, il roule. C'est sûr que les prix baissent. Ça, c'est un enjeu très important pour les petits producteurs locaux. Il faut voir qu'ils ont déjà commencé à modifier leur technique de production pour être capable de fournir productivité, puis être capable de fournir, puis agglomérer des quantités. Mais en même temps, si on nous oblige à vendre au prix gros, à grimper ça à Montréal, que quelqu'un le redescende, puis qu'il y ait une petite marge petite, ça ne marchera pas. Non, il faut que ça soit accompagné d'une approche de circuit court qui met dans le coup les consommateurs, les transformateurs, les distributeurs, sur une base différente. Puis les élus aussi, c'est comme pas une autre forme de protectionnisme, mais c'est une façon de dire, si j'ai pas besoin de l'envoyer là-bas pour le avoir, que ça passe direct, ça fait que les gens en achètent plus, ça grossit plus. Oui, Allemand aussi donné une spécialité pour les drones. Qu'est-ce qui justifiait qu'on fasse des drones en allemand? C'est qu'il y a des gens qui ont dit on se donne ça comme priorité, puis on fait des drones allemands. Ils n'ont pas lâché, puis ça a marché, ça fonctionne. Il y a une grappe drone. Là. Mais si on peut faire la même chose pour n'importe quoi, puis c'est encore plus valable à Alma par rapport à l'agriculture. C'est l'endroit à Alma où il y a le plus, de Lac-Saint-Jean-Est, le plus d'agronomes après Saint-Hyacinthe. T'as Agrinova, t'as le Cégep, t'as Nutrinor, il y a une grappe de professionnels de ce domaine-là, puis on a des beaux sols, puis on a des gens compétents. On peut dire que... Ça, c'est tout dans la province du Québec. Saint-Hyacinthe est en premier, puis après ça, Alma. Oui.
intéressant. Ouais, c'est sûr. Une compétence Pourquoi pas exceptionnelle. utiliser ces ressources-là pour en faire une spécialité? Ben aussi, là, de faire une grappe, de développer davantage, puis au lieu, comme dans le bois, là, on n'accepte plus que les arbres soient coupés et traversent le port de Laurentides. On veut le transformer. Ben, c'est la même chose avec l'agriculture. On devrait transformer davantage, produire des choses qu'on va manger. Oui, absolument. C'est la Puis région, qu'un coup qu'ici c'est bien fourni puis tout ça, ben après ça on l'envoie ailleurs. Mais là c'est parce que les gens sont beaucoup pris dans le monde du succès instantané puis de vouloir faire des grosses entreprises. Puis avant, au lieu de partir d'ici puis de s'étendre, ils veulent y envoyer tout ailleurs puis sans égard à leur croissance normale. En agriculture, c'est un modèle qui a du plomb dans l'aile. Il va falloir que l'agriculture se mette au développement durable et à la réduction des gaz à effet de serre. Ils ont commencé, mais Ça prend du support aussi. Là. Ça prend du support aussi. C'est changer. Moi, je m'imagine avoir une ferme avec la grosse machinerie, puis des grands champs, puis d'être tout planté à Monsanto, puis que du jour au lendemain, il faut revirer ça de bord. Fait qu'il faut changer les semences, payer plus cher, changer l'équipement, changer les techniques, la main-d'œuvre, tout ça. Ouais. C'est des coûts qui sont complètement. C'est pour ça qu'ils ne seront jamais capables de le faire sans nous, dans le fond, puis sans le support. C'est vrai, parce que si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça que ça coûte le moins cher. Ouais. En termes de main-d'œuvre, c'est ça qui coûte le moins cher. Fait que si on veut que ça soit fait autrement, il faut accepter de payer un peu plus cher. Mais en même temps, l'écart entre le régulier et le bio va diminuer. Ben, c'est ça. Si on veut que les prix baissent, il faut qu'on consomme plus de bio. C'est ça. Il faut que le consommateur achète plus de bio. C'est un peu du genre le dilemme de la poule et de l'œuf. Oui. C'est qui va commencer en premier, mais moi, je pense que c'est l'acheteur qui a le pouvoir de faire faut que ça marche un peu ensemble, là, mais oui. C'est ça. Mais il va falloir que ce soit nous autres en premier qui payent plus cher pour qu'après ils puissent baisser. Là, on est rendu ça sera pas loin, mais point de balance. Là. C'est ça. Ouais. Le temps où ça coûtait très très cher et il n'y en avait pas beaucoup de bio, puis tu achetais des carottes bio qui venaient d'Israël. C'était peut-être bio, mais c'était pas c'est pas écologique. C'est ça que des fois, quand tu achètes bio, oui, c'est bio, mais tu sais, justement, c'est fait où? C'est ça. C'est comme, à quel bio, moment? ça vient d'Israël, t'es quasiment mieux, justement, de ne pas acheter bio, que ça vienne local. Puis il y a une forme de bio industriel, là, qui, c'est mieux pour l'environnement, mais ça reste, c'est pas durable. Ouais. Ça épuise quand même les sols parce que c'est du sarclé, puis en plus, ça vient de très loin. C'est ça. Okay. Ça va devoir changer de gré ou de force. Ouais, c'est comme le débat aussi avec les différentes formes d'énergie alternative pour les véhicules, où tu te dis oui, ça émet moins de gaz, mais la production de toutes les composantes sont-tu plus polluants que si tu utilises l'essence comme carburant? C'est comme le net est à on peut prendre un exemple à ça, là, c'est comme la cigarette. Si on pourrait arriver et dire on va faire du tabac bio, équitable. On va faire du papier à cigarette recyclé. On va faire des filtres compostables. Puis on ne mettra pas de boîte, là, on va les acheter en vrac. Pas ça le problème c'est la cigarette. Ouais, ça c'est. C'est trop logique, là. C'est la même chose avec la voiture. Produit de combustion. Oui, c'est pas la propulsion de la voiture, c'est notre mode de transport. C'est la voiture elle-même. C'est le problème. Ouais. Ça, le mode individuel, puis mais tu sais, il y a tout aussi, comme tu disais. Tout l'urbanisme qui soit modifié. Puis un paradigme a changé aussi, puis une vision, tu sais, là, on a chaque personne qui est dans son individualité, puis tu sais, moi, je suis employé du centre fiscal de Jonquière. On a essayé de sonder le terrain pour faire, parce qu'il y a plus de 100 personnes d'Allemands qui travaillent au centre fiscal de Jonquière, puis qui voyagent dans leur voiture chaque jour. Tu sais, il y a des initiatives au niveau du covoiturage, mais on a tâté le terrain pour faire une genre de navette, un autobus qui ferait 2 ou 3 voyages le matin puis le soir. Puis, je pense qu'il y a 20 personnes qui auraient embarqué. Parce que les autres, c'est toujours, t'as coup mes enfants sont malades, t'as coup je veux partir plus tôt, ou je veux pas être pris, pour le si, une fois de temps en temps, quand même, si tu le prenais 3 jours sur 5, l'autobus, déjà là, c'est mieux que... Mais quand je voyais des sondages, là, à court terme, les gens ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ont une voiture, ils ont un job, mais à moyen et à long terme, les gens se réfléchissent à faire des choix différents, de se rapprocher de leur travail, changer de job au besoin pour... ça va changer. Ouais. Ça veut dire que les milieux qui vont être attractifs tantôt, c'est ceux qui vont permettre aux gens
de ne plus peut-être avoir besoin de 2 voitures. Les alternatives de télétravail aussi. Les alternatives de télétravail, mais aussi de réfléchir l'urbanisme autrement pour qu'à distance de marche, soit ton travail soit disponible, tu puisses aller magasiner. Bon, c'est ce milieu-là qui est dans l'avenir. Fait que c'est commencer à réfléchir maintenant pour que tantôt, ça soit disponible. Les gens vont chercher ça comme ça. De la même manière qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont prêts à payer pas mal plus cher pour un loyer près d'une rame de métro, d'une bouche de métro à Montréal. Ça fait que, bon, il faut réfléchir à ces choses-là maintenant. Puis la même chose avec l'agriculture. Un milieu où tu peux t'approvisionner en nourriture. Écoute, le succès des marchés publics à Montréal, c'est absolument phénoménal. C'est phénoménal. Ça marche, c'est l'enfer. Mais il y a un avenir là-dedans aussi. Il va falloir réfléchir. Ça va être attractif pour les petites familles. Puis il y a des choses que les entreprises peuvent faire. Tu m'as ouvert une porte tantôt. Là. Un jardinier maraîcher, là, le modèle d'affaires général, ça peut être différent selon les circonstances, mais en moyenne, ça prend une centaine de familles pour qu'il y ait suffisamment de volume pour le faire vivre. Okay. Il n'y a rien qui empêche que ce soit un fermier d'entreprise. Une entreprise qui a une centaine d'employés qui offre ce service-là à son monde. Oui, que ce soit comme un avantage, un bénéfice marginal ou un avantage social. Un avantage social. Pour les employés. Puis là, c'est comme tes clients sont garantis, tu es sûr de ne pas avoir de perte, puis tu as ton point de chute qui est assez génial. Le maraîcher peut travailler pour l'entreprise, puis elle peut aussi dire aux gens, si vous allez avec vos enfants la fin de semaine, surtout quand tu as des employés à moindre salaire, ben, ils peuvent aller mettre du temps contre que ça coûte moins cher pour leurs légumes. Absolument. Ça, c'est attractif pour la main-d'œuvre, c'est un facteur de rétention. Oui, c'est sûr. Ça serait une bonne idée de tenter de solliciter, de convaincre certains agriculteurs maraîchers d'aller solliciter des grosses entreprises. Ou l'inverse, des entreprises d'embaucher quelqu'un qui sort d'une école, qui a besoin qui n'a pas de capital, qui voudrait le faire. Qui soit subventionné par la compagnie. Les municipalités, les territoires peuvent faire un effort dans ce sens-là. Puis on peut aller plus loin aussi. Une entreprise pourrait mettre sur pied une coop de travailleurs, une coop c'est-à-dire de logement, une coop d'habitation, où les gens pourraient aller demeurer à distance de marche du travail. Puis avoir sur place leur jardin. Puis sur d'autres avantages qui font en sorte que à salaire égal, tu n'aurais pas envie de partir du tout parce que tu aurais des avantages formidables. Ben oui, absolument. Puis la capacité d'entreprendre, d'un entrepreneur qui est actif, qui est compétent, il va faire en sorte que tous ces services-là, il va être capable de les faire à moindre coût que si les gens prenaient ailleurs. Fait que même au COS, à l'autre bout, c'est gagnant. Ben, c'est des choses comme ça qui vont faire que tu vas attirer des jeunes diplômés, tu vas attirer des jeunes familles. Les gens vont vouloir rester en région puis pour la qualité de vie. Puis si la manière dont on travaille présentement n'est pas durable, ça va changer. Prenons le virage tout de suite pour être attractif ailleurs. Puis des milieux comme Lac-Saint-Jean-Est, où il y a quand même des bons emplois, puis des gens compétents, des gens instruits, c'est un endroit idéal pour commencer. Absolument. Un beau laboratoire. Ben oui. Puis en plus, on a quand même des grosses compagnies qui ont du capital en masse. Ouais. Les grosses usines ici, Rio Tinto, ils seraient capables amplement d'offrir des avantages comme ça à leurs employés. On a Résolu aussi, BPDL, Proco, c'est toutes des compagnies qui vont bien relativement, tout ça, puis qui ont des moyens. Là, les municipalités réfléchissent ça comme ça et conçoivent ces développements de quartiers urbanistes, ces plans urbanistes en conséquence aussi. Oui, absolument. Ouais. Ben, moi, c'est tout ça qui me fait dire que l'agroalimentaire, c'est un milieu ou un domaine idéal pour générer les changements qui s'en viennent dans le futur. Parce qu'encore une fois, tous les jours, on fait un geste d'agroalimentaire. Absolument. On mange ou on cultive avec ceci ou cela. Puis tu sais, comme moi, j'ai bien des passes dans ma vie où est-ce que je fais pas mon épicerie une fois par semaine, puis j'y vais une fois par jour ou une fois par 2 jours. Fait qu'il y a justement des occasions multipliées de faire des choix ou de faire les bons choix. Ah oui, c'est ça. Exact. Aussi. Ouais. Ça, c'est bien certain. Je m'attendais pas à ce que ce soit stimulant à ce point-là. Comme discussion, là, j'ai comme plein d'idées. Les carottes, c'est stimulant. C'est vraiment plaisant. Est-ce que vous avez des partenaires dans tout ça?
on a des bons je parle, mettons, partenariats. en dehors des gens qui sont sur le comité Oui. puis qui travaillent au Jardin Mistouk, c'est qui vos Je pense partenaires? que c'est notre côté givré, ça. Le partenariat, c'est formidable. On a d'abord Desjardins, Oui. qui est un partenaire Ok. de premier choix, là, qui nous a aidés à plusieurs reprises, puis qui nous a financé notre bâtiment de service. Là, Desjardins se porte très bien. Bon, la ville, même si on souhaiterait qu'ils s'impliquent davantage dans ce qui s'en vient, qui nous rende disponible cette terre-là, très peu de frais. Ben, en fait, une pièce par année ou quelque chose comme ça. Si on a un bail à durée indéterminée et à renouvellement automatique. Ah ouais. C'est très bon. Puis en plus, quand on a des besoins, là, Ils sont là. sont ouverts. Il ne faut pas que ça coûte. Mais en même temps, on est tous contribuables aussi, on aime autant. Il faut que ça se fasse vivre, notre affaire. On a une douzaine d'agriculteurs locaux et d'entrepreneurs aussi là, qui viennent faire des travaux régulièrement. Ça nous a à peu près jamais rien coûté quand on avait besoin d'un tracteur. Puis on a construit la remise du jardin communautaire au début de la première année. Ça s'est monté, tous les matériaux ont été donnés à quelqu'un qui donne une porte, qui donne de la tôle, qui donne... Les frises sont en vieux bois de Mirange, c'est toute beauté. Ah, mais il y a une belle implication. Une belle implication des gens, ils viennent, on a un Facebook qui roule très fort. Quand il y a besoin, on fait appel à tous, les gens viennent. Les réseaux sociaux pour ça, c'est. Oui, ben j'ai rencontré une amie cette semaine qui me disait qu'elle était allée en fin de semaine passée justement faire de la récolte bénévolement pour la portion production. On a ramassé le jardin, on dit fermer le jardin la fin de semaine dernière, puis effectivement, il y a venu une trentaine de personnes là pour C'est faire ça. La serre a été entièrement montée par des bénévoles. OK. Elle doit être c'est toute beauté, il y a des compétences. Ah, mais Ouais, c'est ça. il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Fait que c'est plaisant, vous avez comme une belle. Un beau partenariat. Fait que, en dehors de tout ça, bon, on en a déjà parlé finalement, mais les projets à venir puis tout, mais ça va être beaucoup, j'imagine, à recruter de plus en plus de gens pour faire grossir le mouvement, puis publiciser probablement. On peut dire ça aux gens qui nous écoutent d'ailleurs. S'il y a des gens qui ont des bonnes idées, vous n'avez pas de coin de terre pour les mettre en pratique, vous pouvez venir nous voir si vous ne restez pas trop loin. Vous demeurez pas trop loin. On est ouvert aux idées, puis on a de la place pour tester toutes sortes de choses, et puis on a une belle gang de flyers, de tripeux concrets là. Ah, puis ça serait hot si, tu sais, un bon parrain ici, s'il y a des gens qui voudraient démarrer le même genre d'initiative à d'autres endroits sur le secteur, ça serait même aussi. Il y en a d'autres ailleurs, Ça. des De initiatives. plus en plus, le monde revient à l'ancienne tradition. Puis, tu sais, ça serait juste d'avoir des fois un jardin en arrière de chez eux. Là. Tu cultives tes trucs durant l'été. Puis, Ben, il y en a de plus en plus aussi, justement, là, des gens qui font leur propre, comme tu dis, qui reviennent à. jardin. Oui, en même temps, ça, c'est une porte intéressante. Là. Il y a ce courant-là dans notre société là, du survivalisme, où les gens, par anxiété ou par volonté de se préparer à ce qui s'en viendrait, veulent produire tous leurs aliments, être parfaitement indépendants. Là. L'espèce humaine, depuis plusieurs centaines de milliers d'années, a survécu parce qu'on a travaillé en communauté, ensemble, en petits groupes. Là, puis c'est pas les individus les plus forts qui ont survécu à court terme, mais la survie de l'espèce a été permise par les groupes qui se tenaient bien ensemble, qui collaboraient. Absolument. Le troupeau, si on peut dire ça comme ça. Dans un but commun. C'est la même chose aujourd'hui. Le faire tout seul dans son propre jardin, c'est compliqué, puis c'est d'ouvrage, puis c'est l'échelle la moins efficace. Mais c'est possible dans un jardin comme celui qu'on fait, là, de pouvoir produire toute notre nourriture avec des méthodes plus efficaces qui permettent de produire 10 puis 20 puis 30 fois plus que quand tu le fais à la main. D'avoir du plaisir parce que tu n'es pas obligé, la première fois qu'il fait beau, d'aller dans le jardin pour sarcler tes affaires. Là, il y a des équipements mécaniques et des gens qui sont compétents là-dedans. Mais tu peux aussi avoir des transplants. Tu sais, la laitue, par exemple. Vous avez fait un jardin, là, tu sèmes, il en pousse une grande quantité, tu ne fournis pas à la manger, puis après ça monte en graines du neuf. Ouais. Mais dans un jardin comme le nôtre, tu pourrais avoir une dizaine de transplants de laitue, toutes les semaines ou toutes les 15 jours, que tu vas mettre dans tes plates-bandes pour avoir de la laitue poche. Tu sors de la porte, tu regardes dans tes plates-bandes, tu as des laitues. Ces choses-là, mais si on va se mettre à penser autrement, pas juste penser en productivité puis en termes d'aller chercher de l'argent, mais en termes de nourrir les gens, de se nourrir. Qu'est-ce qui est plus efficace?
C'est ça le nouveau partenariat qu'il faut avoir. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'argent à faire. Non, mais il faut quand même penser de façon un peu plus Oui. Communautaire. Ben, de ne pas mettre toujours que l'argent et la rémunération du capital en premier. Ouais, autrement, on va se ramasser dans quelques années qu'il y en a juste un qui va tout posséder ce qui est possible de posséder. Absolument. Puis tu sais, comme moi, ça me ramène tout le temps à ce que mon professeur d'économie disait en secondaire 5, tu sais, le capitalisme en soi, tu sais, il y a une faille, on va dire. C'est des besoins de croissance illimités, mais pour des ressources limitées. Ouais, c'est ça. Ça peut pas marcher à long terme. Ouais. Fait qu'il faut qu'on revoie notre façon de faire si on veut que ça fonctionne bien. Puis je pense que ça passe par là, par un petit peu de se retenir un petit peu plus, puis tu sais, sans dire justement de ne pas faire de profit, mais peut-être accepter d'en faire un peu moins pour une meilleure stabilité. C'est ça, meilleure stabilité puis une meilleure durabilité. Puis, tu sais, oui, on a besoin d'argent pour arriver à nos fins, tu sais, mais la différence quand tu es capable d'atteindre ton besoin minimal, tes besoins primaires, puis tout ce qui dépasse après, la quantité de bonheur n'est pas tant plus grande que ça. Non, il y a beaucoup de sondages et d'études qui ont été faites là-dessus, c'est très clair. C'est ça. Oui, puis en même temps, c'est pas non plus de retourner à l'âge des cavernes, non? Parce que si on produit nos choses et on les transforme ici, ça crée des jobs ici. Oui, c'est ça, l'économie locale. Ça crée une activité économique, puis après ça, on va sortir le bord, puis c'est d'autres choses qu'on va fabriquer localement pour le monde, localement. Ah oui, puis ça nourrit tout le reste de l'industrie après ça, là, en termes de... Tu veux dire, quand tu es capable de payer moins cher ta bouffe, tu es plus capable d'aller voir des shows, tu es plus capable d'acheter de l'artisanat, tu es plus capable d'investir justement la différence pour peut-être avoir un véhicule qui est un petit peu moins polluant, puis tout ça, tu sais, c'est un peu tout on ne se cachera pas, le salaire minimum, c'est la pauvreté garantie. C'est fait vraiment minimal. Il y a toutes sortes de manières, comme celle-là, d'aller chercher peut-être un meilleur train de vie sans forcément avoir besoin de gagner plus cher. Oui, Parce qu'il va falloir que des gens travaillent au salaire minimum. Mais il ne faut pas les condamner à la pauvreté non plus, ça ne marchera pas. Non, absolument. Exactement. Puis, c'est possible d'être autosuffisant côté alimentaire, vas-y? C'est possible d'y arriver dans une très grande proportion, à condition de manger plus localement. Ouais. Puis mais oui, c'est pas. Il y a des cas, je pense à des gens à la baie là, qui sont à peu près autosuffisants depuis pas mal longtemps. Alors, on parle-tu d'une personne elle-même ou, mettons, la région, exemple? Ou, une personne, une famille, mettons. OK. Une famille de Il faut penser autrement parce que c'est sûr que on ne produira jamais de bananes, on ne produira jamais d'oranges. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire de s'autosuffire, mais je ne vois pas pourquoi on n'achèterait pas de bananes de temps en temps, si c'est des bananes équitables, puis bon. Mais il faudrait être capable de produire ce dont on a besoin à la base. Puis faire peut-être à un moment donné un recul pour une raison ou pour une autre. Là. Soit parce que ta situation personnelle, économique est moins bonne, mais aussi peut-être parce qu'il y aura des crises ou on ne sait pas. Là. On peut, oui, c'est une question de regarder où on va aller chercher nos protéines, comment on va être capable de produire nos fibres alimentaires, avoir suffisamment de fruits et de légumes. C'est pas un format qui nous permet d'aller bien loin là-dedans, ce qu'on fait cet après-midi. Mais oui, c'est possible d'avoir une très très grande partie de notre alimentation qui est locale. Si tu veux toute la produire, là, ça c'est un sport extrême. Quand tu travailles en même temps, ça demande un bon investissement de temps. Mais c'est possible de le faire à une plus grande échelle si on s'assure qu'il y a des gens compétents qui peuvent être payés pour ça, qu'on va mettre quand même un peu les montants, mais qu'on peut compenser une partie du travail en s'impliquant nous autres mêmes. Avoir un très bon rapport qualité-prix. Cool. Super, ça. M. Tremblay, vous nous avez donné beaucoup de food for thoughts, on va dire ça à l'anglaise, de choses à réfléchir. Puis je trouve ça excessivement stimulant. C'est ça le but du podcast, justement, de comme les gens réfléchir un peu plus puis sur leur façon de consommer. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, pour le podcast ici, Alma AGB, on avait Alexandre Gagnon-Bouchard.
On va mettre nos Gérald coordonnées Tremblay. aussi. Là, Oui, absolument. Vous allez pouvoir voir l'adresse de la page des Jardins Mistook en bas. Nous, de toute façon, on va faire une revue de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, puis on va essayer de vous fournir le maximum de ressources possibles pour... puis de liens pour votre réflexion, vos démarches personnelles aussi. Puis c'est ça. Donc, M. Tremblay des Jardins Mistook, Alex, Simon. Fait que, Merci d'avoir écouté. oui, à la prochaine. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.